Vous calmez, vous allez plutôt jouer là-bas. Vous fermez la porte, Perrin. Tu peux fermer la porte aussi. Oui, on est dans une société, l'Empire n'a jamais été aussi beau, aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos. Et là, aujourd'hui, on est dans l'excès, dans l'extrémisme fou, quoi, dans cette sensation de performance qui fait qu'on est dans le ridicule. Pour un humoriste, c'est passionnant comme période, parce que la matière première de l'humour est toujours la bêtise, le ridicule, et là, aujourd'hui, le ridicule est en cravate, est entouré d'or et de dorures. Et c'est formidable parce que c'est encore plus ridicule. Ça a toujours été le ridicule auréolé du succès et de la performance. C'est un comble. Bon, il est loin le temps où le héros était un homme jugé sur un parcours, sur une souffrance, sur les Mandela, les 27 ans de prison, les Gandhi, la marche du sel, tous ces gens qui ont permis d'envisager un jour une justice internationale, un tribunal pénal international. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils en sont remplacés par Bernard Kouchner. C'est formidable parce que pour un humoriste, c'est merveilleux. C'est le mensonge. Le mensonge. On est dans une société. Je pense que le mensonge annonce le chaos imminent. C'est clair que pour moi, cette liste antisioniste était déjà, elle a provoqué sur un plan purement artistique. Je crois que c'était une aventure politique, parce qu'on peut faire de l'art en politique, c'est possible. En tout cas, c'était une œuvre formidable qui a rassemblé dans un premier temps 3, puis 26 personnes, puis près de 40 000 à la fin de ces élections, sur un sujet, sur un thème, sur une idée, le sionisme, la lutte contre le sionisme. Et je crois que beaucoup de gens ont compris que le sionisme était la forme de mensonge la plus évoluée, la plus structurée. C'est une maladie qui a trouvé sa forme d'expression là par le sionisme. En fait, on est dans une phase terminale, c'est-à-dire de la maladie, où elle est flamboyante, où elle est dans le mensonge le plus absolu, quoi. Et c'est, je pense, aujourd'hui le seul image intéressant. Parce que tout y est, tout est là, le mensonge absolu. C'est-à-dire que l'origine même de ce projet est un mensonge. Tout n'est que mensonge. Et se battre contre le sionisme, c'est se battre contre le mensonge. Donc, et je pense qu'un artiste, une œuvre d'art, c'est toujours se battre contre le mensonge, contre une injustice. Claude Nougaro me disait: soyons gangsters de la beauté. C'est allons braquer le verbe juste, le mot qui va provoquer chez le spectateur, toucher une émotion, une corde. Et je pense que je pense que en politique, la lutte contre le sionisme est la forme la plus artistique de la conscience politique, la plus libre. Alors pour l'instant, c'est un mouvement qui n'a pas la structure, qui n'est pas encore structuré, et qui, par rapport aux moyens dont dispose ce mouvement, le résultat est déjà extraordinaire. Donc j'imagine dans quelques années avec Alors j'espère que ceux qui porteront ce projet artistique, j'espère qu'ils le feront avec toujours ce regard et toute la lutte et la difficulté pour avoir côtoyé des hommes politiques et des gens qui donnent du temps à la politique. C'est qu'à un moment donné, effectivement, les propres problèmes personnels, l'ego, le carriérisme,
toutes ces tentations qui sont humaines polluent parfois le projet initial. Donc il faut voir, mais certainement, certains ont réussi, ils sont parvenus, ils sont rares. Ces hommes-là, ces femmes, ils vont arriver, on ne les connaît pas encore. Donc je crois que ce seront des antisionistes, parce que c'est un projet politique qui est... voilà, qui paraît tellement aujourd'hui tellement frontal au système que je crois que c'est là que c'est sur ce terrain-là, c'est sur ce socle-là que va se construire la révolution. Aujourd'hui, l'arme à feu, elle est disponible en vente libre un peu partout, puis il y a la bombe atomique qui va l'être aussi, et tant mieux d'ailleurs, parce que je pense que à partir du moment où l'Iran disposera de la bombe atomique, le Sénégal et le Cameroun, les rapports vont changer. Et je le souhaite le plus vite possible, parce que maintenant, de toute façon, c'est une fuite en avant, et je crois que la non-prolifération des armes nucléaires est une... J'entendais Obama parler de ça, une imposture en réalité, puisque ceux qui l'ont continuent à l'avoir. Donc je suis presque pour l'arme nucléaire portative. Je sais que c'est... Dans le raisonnement par l'absurde en tout cas, je trouve ça... Je pense que n'importe quel clochard sera africain, indien, sera plus responsable pour gérer la bombe atomique que n'importe quelle personne encravatée du G8. Donc, eux sont dans une logique suicidaire. Et ça n'est pas en reculant, non. Ok, je pense faut pas avoir peur. Je pense que Sarkozy est le président le plus incompétent qu'il y ait eu en France. Non, l'idée de guérison, d'accompagner l'humanité vers vers la guérison, dans son vouloir guérir, parce que l'humanité ne guérira qu'à partir du moment qu'elle prendra conscience qu'elle est malade. Je pense qu'il y a pas mal d'individus qui ont cette conscience, et après, nous accompagner ensemble vers la guérison. Je fais partie de cette humanité, donc j'ai vraiment ce sentiment-là. Là, c'est le bruit des enfants. Non, on est en train de tourner, les enfants. Donc, la guérison, telle que je la vois se profiler, en tout cas, elle a... Comment l'humour, en tout cas, peut intervenir, peut pousser ce grand projet. Moi, je crois que le rire est le propre de l'homme. Je crois que c'est une des expressions les plus claires de l'intelligence humaine. La paix revient toujours avec le sourire. Après la guerre, il y a ce sourire qui illumine les visages, et puis les rires. Et puis, et je suis persuadé, moi, que l'humour est un élément révélateur. Alors, comment il va s'inscrire dans ce projet de guérison? Il y a Césaire qui me disait, Dieudonné, vous êtes jeune, j'ai vu votre travail rire avec la souffrance nègre. Je n'avais pas imaginé que cela puisse être possible, quoi. Et il me dit, vous allez déranger du monde. Alors mon humour dérange, oui, parce que je vais donner l'exemple du spectacle précédent, où j'ai un sketch sur les pygmées, qui m'a été inspiré par la réalité d'un voyage, où j'ai rencontré des pygmées, où il y avait face à moi une femme qui venait d'accoucher de 2 petits-enfants, c'est pas plus de 300 grammes, 400 grammes chacun. Donc prématuré, jumeaux. Et donc j'ai vu cette femme, elle était cet enfant mort quasi, et la mortalité dans ce coin du monde qui touche les enfants est absolument inimaginable. Et là je me suis dit que bon, il fallait continuer à faire rire, tout en ayant ces racines difficiles, douloureuses. Alors j'essaye, à mon humble niveau, de donner un vernis humoristique sur les choses graves. Ouais. Et je pense que je suis condamné de toute façon, puisque j'ai une inspiration qui
qui n'est pas l'inspiration de la cour, une inspiration de ces gens qui rient, de la cour, les humoristes avec qui j'ai grandi, qui se sont embourgeoisés aujourd'hui, m'ont ri de leur nouveau, d'un environnement extrêmement bourgeois, et leur rire a changé, a évolué. Le mien, je crois qu'il est resté sur cette terre de la souffrance, parce que l'humanité souffre et que le rire est un remède. Alors tu parlais de guérison. Peut-être que le rire, en tout cas, moi je serais une sorte de docteur du rire qui permet aussi de dire, bon voilà, il y a la possibilité aussi de tenter là où la diplomatie a échoué, là où les armes ont échoué. Peut-être que le rire peut avoir aussi, là où les prières ont échoué, là où les religions ont échoué, là où la philosophie a échoué, peut-être que le rire. On me demande souvent, mais t'as pas peur? Je n'ai plus l'âge d'avoir peur, moi, personnellement. J'ai eu peur, enfant, j'aimais mettre la lumière dans ma chambre avant de m'endormir. Il m'est arrivé, petit, de regarder sous mon lit, et puis un jour j'ai compris que c'était un choix de vie, vivre dans la peur, vivre comme un mouton, avec le chien qui aboie autour, qui guide le troupeau. Donc on a peur de sortir du troupeau parce que le chien... Et puis il y a un moment donné où le mouton dit, non, je vais me mettre face au chien, je ne sais pas aboyer, mais je suis né sur cette planète, j'ai le droit d'y vivre comme j'ai envie, je me ferai croquer peut-être un peu plus vite que les autres. Mais bon, c'est un choix. Je n'ai pas d'admiration particulièrement pour les gens qui font ce que je fais. J'ai de l'admiration pour la soumission, pour cette capacité de se soumettre de certains artistes, de se noyer dans le confort, parce que c'est très très difficile de continuer à écrire lorsque l'on n'est plus en contact avec la réalité des difficultés. On ne parle plus qu'à un petit cercle de gens de la cour. Et moi je pense que toutes ces épreuves, m'ont permis en tout cas d'être resté en contact. Et ce qui fait que malgré le boycott, malgré la censure, malgré l'acharnement et le lynchage même, les salles sont toujours aussi pleines. Les gens viennent quand même voir les spectacles. On leur a pourtant dit de ne pas y aller. Il y a tous les hommes politiques, les responsables politiques de tous les partis, on dit il ne faut pas, je me souviens de François Hollande qui dit maintenant il faut arrêter d'aller voir sur ces spectacles, il faut le tuer économiquement. Bon, finalement c'est lui qui a été jeté du Parti Socialiste, il n'avait peut-être pas le talent de vivre seul dans cette jungle aussi, mais moi j'ai le sentiment que il y a deux temps, la pression et puis il y a l'expression, ou alors la dépression. Moi, je suis dans ces deux phases. Il y a beaucoup de pression, mais il y a aussi beaucoup d'expression. Puis cette chance de pouvoir partager avec le public. Donc, ce que je disais tout à l'heure, j'ai de l'admiration pour mes camarades qui collaborent, qui se soumettent et qui s'apprêtent à se noyer dans leur vomi. Je trouve que je préfère être mangé par les loups et bouffé par les requins que de me laisser noyer dans mon vomi. C'est un choix.